Ça va ou quoi? Je fais Zarma, on n'était pas en live juste avant. J'espère que vous allez bien. Désolé, il y a eu des soucis de GTRP pour ceux qui veulent regarder la rotif GTRP. Il y a beaucoup de déconnexions depuis 21h30. Là, il y en a eu au moins 16. Le serveur, il est en train de se faire attaquer, tout ça, tout ça. Faut changer d'IP souvent, etc., etc. Mais du coup, on va lancer le React de Feldup. La dernière vidéo que je voulais qu'on regarde ensemble, on va la regarder là, là. Ok? Désolé, hein, j'ai essayé d'être patient un maximum, mais ça recoupe tout le temps. Et je reviendrai probablement après la vidéo là, de Feldup si les gens jouent toujours. Let's go. Bon, le titre c'est 6 Lost Media perturbants qui ont été retrouvés. Ok, donc je rappelle la définition pardon, d'un Lost Media. C'est un format vidéo qu'on a perdu, qu'on a paumé. Par exemple, il y a un épisode de Tom et Jerry. Quelqu'un va s'en rappeler que Tom, il avait tiré au fusil à pompe sur Jerry. Il avait vu ce truc-là à la télé. Il va en parler sur un forum et tout le monde va dire ouais c'est vrai cet épisode m'avait traumatisé quand j'étais gosse, j'ai des souvenirs de ce truc, mais impossible de le retrouver sur internet, etc., jusqu'à que tout le monde se mobilise pour retrouver l'épisode. Donc c'est ça un Lost Media. Et voilà, il y a déjà eu quelques vidéos comme ça sur la chaîne de Feldup, mais là celle-ci c'est une toute nouvelle, elle est sortie hier. Avant C'est de commencer parti. cette vidéo, j'aimerais annoncer que je serai en concert le 8 avril à Épinal à la Souris Verte et le 22 avril au Petit Bain à Paris. Les liens pour prendre vos places sont dans la description. Billy, tu peux me redire ta couleur préférée? Moi c'est le marron. Amin Alik. Est-ce que ça vous est Oh, déjà arrivé aléatoirement un jour d'avoir un souvenir précis que du d'un frère coup pour toi Billy, tu mérites de d'un fou. produit Merci culturel beaucoup que vous avez frérot. consommé Merci toi durant aussi. votre enfance? Que ce soit un dessin animé, un film, un livre, un jeu vidéo, n'importe quoi, une émission de télé, on a tous eu un jour ce petit souvenir aléatoire qui est arrivé. Peut-être qu'il vous a marqué parce qu'il vous a fait peur, peut-être qu'il vous a marqué parce que vous avez trouvé ça mystérieux, ou juste sans la moindre raison, vous avez une image, un truc qui vous revient sans mémoire particulière liée à celle-ci. Empli de nostalgie, vous vous ruez donc sur... C'est le début de la vidéo. Ouais, c'est le tout début. 48 secondes. Bien sûr, la famille, mettez-vous dans le noir. Écouteurs, bonne ambiance, petite graille, petite canette, petit bonbon, petit sandwich. Mettez-vous bien. On en a pour 40 minutes. C'est parti. sur votre ordinateur, vous allez sur Google et vous essayez de chercher ce dessin animé et vous ne le trouvez pas. Voilà, bon, c'est ce que je vous expliquais grosso modo. Waouh, Lost littérature, Lost musique. Putain, mais il y a plein de Lost médias finalement. C'est chelou parce que moi, dans ma tête, Vous demandez à des gens autour de vous, je me rappelle de certains rien voient de quoi vous voulez de parler, quand j'étais petit. d'autres pas du tout, et aucun n'arrive à le retrouver. Et bien cette expérience, c'est un des trucs qu'on voit le plus sur des forums orientés sur la nostalgie depuis les débuts d'Internet. Si en général ces efforts collectifs pour retrouver ces souvenirs d'enfance arrivent en effet à retrouver des archives, ça n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, on parle du cas de Lost Media, un sujet dont j'ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne. Les Lost Media, ou médias disparus ou médias perdus, c'est toute cette catégorie de l'espace culturel qui a disparu complètement sans le moindre archivage et qui est activement recherché par des communautés sur Internet, dont la très célèbre communauté du Lost Media Wiki. Les Lost Media, ça a commencé à devenir une sorte de mode autour des années 2019-2020, lorsque des chaînes comme Blame It on Horror et All Things Lost ont commencé à marcher et que le Lost Media Wiki a commencé à avoir une base d'utilisateurs assez élevée. On parle ici de centaines voire de milliers de personnes qui d'un coup se réunissent ensemble et se disent hey, on va retrouver cet événement culturel, on va retrouver cette émission de télé perdue. Et ce qui est fou, c'est qu'en général, ils y arrivent avec certaines des méthodes les plus absurdes de l'histoire. Mais l'univers de Lost Media, ce n'est pas toujours très joyeux. Parfois, on tombe sur des sujets qui sont plus sombres, plus mystérieux, voire même véritablement terrifiants. Dans cette vidéo, qui va très probablement être découpée en 3, on va se pencher sur plusieurs cas de Lost Media que je trouve intéressants, mystérieux ou terrifiants, que ce soit dans le contenu du Lost Media ou bien dans les efforts de recherche qui ont été amenés pour espérer pouvoir le retrouver. Et en l'occurrence, cette première partie de vidéo mettra plus en avant les capacités de recherche du Lost Media Wiki et des communautés qui gravitent autour, car on va se pencher ici sur des cas de Lost Media qui ont été retrouvés récemment ou pas. Chacun ont été retrouvés avec des méthodes de recherche que je trouve hyper intéressantes, ou alors il s'agit de Lost Media qui, dans leur nature, sont hyper intéressants. Vous allez voir, ça va être surprenant. Sur ce, sans plus attendre, laissez-moi vous plonger à l'intérieur de l'univers des Lost Media avec ma vidéo la plus extensive sur le sujet et certains. En parlant de Lost Media, ça me rappelle sa dernière vidéo, je crois, de Lost Media à Feldup, où le mec il cherchait un dessin animé avec un homme avec une longue barbe qui sortait d'une pendule la nuit. Et bah, du coup, le Lost Media il a été retrouvé. Et en contactant, je crois que les réalisateurs du dessin animé carrément,
et c'était assez terrifiant, mine de rien. Pour un dessin animé pour gosses, franchement, j'en garde un bon souvenir de cette vidéo. Clockman, voilà, un truc comme ça, Clockman, C'est un exact. des cas les plus fascinants que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Sesame Street 847. En France, Sesame Street, ou Un rue Sésame, c'est connu vaguement, mais ce n'est pas le monstre de culture que c'est aux États-Unis. On visualise vaguement les personnages comme Elmo, le Cookie Monster ou Big Bird, mais c'est vraiment pas francophone, malgré quelques portages qui Ouais, ont de moins ouf. bien marché. La création de Sesame Street revient à la fin des années 60, lorsqu'un groupe de sociologues souhaite créer un moyen pour les enfants issus de la pauvreté d'avoir accès à des formes d'enseignement abstrait, et donc lutter contre la déscolarisation et l'échec scolaire. Ces sociologues vont se pencher sur la télévision et créer CTW, Children's Television Workshop, ou Sesame Workshop aujourd'hui, une organisation non lucrative qui va produire des séries pour très jeunes enfants sur le service public, le PBS Kids américain, dès 1969 avec les premiers épisodes de Sesame Street. Cette série est depuis 2006 la série télévisée pour enfants la plus regardée dans le monde entier, et c'était déjà un monstre d'audience très tôt dans sa conception. Aujourd'hui, la série compte plus de 4600 épisodes, ce qui est suffisant pour en regarder un Wow. différent tous les jours pendant 12 ans et demi, donc il est tout à fait normal que au sein de cette liste monstrueuse d'épisodes se trouvent forcément quelques controverses. Un exemple de controverse par exemple, pendant un temps le personnage de Big Bird avait un ami imaginaire qui revenait assez régulièrement, et à chaque fois qu'il en parlait à ses amis, eh ben ses amis ne le croyaient pas. Et bien cet arc lié à l'ami imaginaire a causé une énorme controverse. En effet, il faut prendre des énormes pincettes quand il s'agit de réaliser de la télévision pour très jeunes enfants. Les messages et les histoires doivent être millimétrés pour être sûr que ça rentre bien. Parce que je vous laisse réfléchir 5 secondes au problème que ça pourrait causer de dire à des enfants que s'ils disent un truc à des adultes qui paraît complètement invraisemblable, ceux-ci ne vont pas le croire et le faire se sentir honteux. Voilà, vous avez compris, c'est pas bien. Il y a aussi d'autres controverses un peu moins intéressantes mais très drôles, genre quand en 2011, leur chaîne YouTube a été hackée et a été remplacée par du porn. Bref, moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, mais un truc qui sera peut-être un jour un findings dédié, c'est-à-dire les épisodes bannis. Comment ça, banni? Que ce soit quand on a fait chanter au personnage Lucy in the Sky with Diamonds, un morceau très connoté LSD et psychédélique des Beatles, ou quand on leur a fait chanter du Chris Brown un an à peine avant les premières affaires de violence conjugale avec Rihanna, ou quand des paroles d'un morceau de musique font penser à des parents qu'on encourage leurs enfants à avoir des contacts inappropriés avec des adultes. Oh. Wesh. Ou alors quand on parle de Wesh. divorce, on trouve plus d'une dizaine de... Eh, la pédophilie, elle est tellement ancrée dans dans tout ce qu'on regarde, frère. Franchement, il y a pas mal de Disney. Bon, après, je suis pas trop dans les théories, les conspirations, etc. Mais je pense qu'il y a trop de trucs subliminaux qui sont envoyés au cerveau des typeux qui paraissent vraiment innocents, mais que seul un adulte peut comprendre. Là, segments c'est qui ont grave les été paroles. coupés. D'ailleurs, le truc avec le divorce, etc., c'est un lost media en soi, mais celui-là, on a beaucoup moins d'espoir de pouvoir le trouver. Comme dit précédemment, c'est une émission d'éveil pour des enfants qui sont avant la primaire. C'est véritablement un truc qui doit être extrêmement réglementé. Et c'est là qu'on arrive au cas très connu de l'épisode 847. Ce truc-là, pendant des années, ça a été le Graal des lost media. Tout le monde voulait se l'emparer. 10 février 1976, ce jour-là va être diffusé le nouvel épisode de Sesame Street pour la première fois, et celui-ci contient un caméo d'un des personnages les plus iconiques d'un des films les plus iconiques de l'histoire américaine. La méchante sorcière de l'Ouest, du Magicien d'Oz. Dans ce film de 1939 qui est très cool, la Elle fait sorcière peur. est jouée par Margaret Hamilton, une actrice véritablement hyper intéressante, je vous Pourquoi on dirait moi? Attendez, je vous montre, pardon. Oh non, j'ai bugué la caméra. Oh non, pourquoi je suis con? Wesh! Ah non, ma caméra elle est pas buggée. Mais wesh, je fais comment? Mais wallah, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Normalement, la caméra, je peux la déplacer genre que vraiment comme ça, genre ou en haut ou en bas. Mais attends, mais comment j'ai fait ça? Allez, un petit effort. Encore un peu. Ah, bon, nique sa mère, je vous montre pas à quoi elle ressemble, c'est bon, c'est Je pas vous grave. invite à vous intéresser à sa vie, elle est trop cool cette meuf. Et son jeu d'acteur de la sorcière est un des trucs les plus mémorables du film. Faire un caméo d'un personnage aussi important de l'histoire américaine avec la même actrice qui l'avait joué dans le film 30 ans après, à la télévision, dans une émission télé pour enfants, ce serait hyper méta pour l'époque, pour les enfants. L'épisode devait, selon des articles de journaux de l'époque, traiter du sujet de la peur, du contrôle de celle-ci et du fait de créer des plans et des méthodes pour résoudre des problèmes. Le scénario était simple, la sorcière fait tomber son balai du ciel et est ramassée par le personnage de David. David refuse de lui rendre le balai et la sorcière répond en le menaçant de transformer le personnage de Big Bird en plumeau et d'autres châtiments. Donc l'épisode est diffusé ce 10 février 1976 et ce sera la seule fois qu'il sera diffusé à la télévision. Parce qu'il va provoquer un énorme tollé. Wow. Mais déjà, le synopsis, ils se sont pas dit Des qu'il y avait lettres seront ça envoyées allait à la pas, genre? CTW. Mes deux enfants, 3 ans et presque 5 ans, l'ont trouvée tout simplement effrayante et nous avons dû éteindre le poste alors qu'il était en train de pleurer. Ensuite, hier soir, ils se sont tous réveillés en pleurant, avec des cauchemars à propos de la sorcière méchante de Sesame Street. La sorcière qui visite vos programmes terrifie vraiment ma fille. Ce personnage en particulier a déjà été critiqué par 3 autres parents. Je pense que la sorcière était peut-être un peu trop pour les enfants en bas âge. Comment leur expliquer qu'elle n'est pas réelle? Je n'aime pas la sorcière qui est dans Sesame Street. Ne la mettez plus s'il vous plaît, j'ai peur de elle. Hilary, 3 ans et demi. J'ai Il y a peur de également eu elle. d'autres réactions, toujours négatives, mais qui cette fois-ci étaient peut-être un peu plus américaines. J'ai remarqué récemment que vos programmes parlent beaucoup de sorcières, de boules de cristal, etc. La raison pour laquelle cela m'inquiète, c'est que les sorcières ne sont pas de la fiction, mais elles existent dans le satanisme et le culte de Satan. Bref, vous comprenez, l'émission venait de recevoir l'une des réactions négatives les plus agressives qu'ils avaient reçues depuis le début de l'émission. Et comme ça a été créé par des sociologues, premier réflexe, faire une étude. C'est simple, ils vont sélectionner 26 enfants, leur faire regarder en groupe l'épisode et mesurer leur réaction ensuite. La conclusion de toute la controverse et de cette étude, l'épisode est banni et on n'en reparle plus jamais. Wow. Et lentement, c'est devenu une légende urbaine. C'est-à-dire que les gens qui avaient 3 ans en 1976, au début d'Internet, sur les forums, Franchement, j'y crois bien sûr, mais j'y crois pas. Qui a pensé à enregistrer ça en 1976, sachant que c'est passé qu'une fois à la télé? Genre, qui s'est dit, vas-y, je vais record je sais même pas comment comment ils enregistraient à l'époque, mais je trouve ça fou. ils en avaient 30. Et ils n'étaient pas certains de leurs souvenirs. Des tonnes de threads sur les forums vont apparaître à propos de cet étrange épisode qui les avait terrifiés. J'ai besoin de mettre les choses au clair. Est-ce que Margaret Hamilton a fait une apparition dans Sesame Street et a repris son rôle de la méchante sorcière de l'Ouest? Est-ce que c'était bien elle ou quelqu'un qui jouait un rôle similaire? Je ne me souviens pas de sa présence sur Sesame Street. Ce qui n'était à l'époque que des légendes urbaines a été confirmé quand il y a des articles de presse de l'époque évoquant cet épisode qui ont été retrouvés. Mais c'est simple, aucune trace de l'épisode en question, étant donné qu'à l'époque, rien ou presque rien ne permettait d'enregistrer une émission de télévision, encore moins une émission pour les enfants. En tout cas, quand on était un simple spectateur, c'était simplement impossible. Des recherches furent effectuées, notamment par des gens assez déter sur le Muppet Central Forum, qui parle de toutes les émissions utilisant donc des poupées de type Muppet. Le premier réflexe des utilisateurs du Muppet Central Forum sera de se poser la question de pourquoi il a vraiment été banni. Est-ce que c'était un problème de copyright ou est-ce que c'était bien parce qu'il était trop terrifiant? En effet, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'infos et notamment l'étude qui avait été réalisée par Sesame Workshop n'était pas encore connue des chercheurs. Des gens proposaient également de regarder dans des registres d'épisodes, de voir des fiches de diffusion. Ils trouveront même une nouvelle photo de tournage, celle-ci, où on peut en effet voir Margaret Hamilton dans son personnage. Au cours de 3 longues années, il y aura beaucoup de messages qui vont être postés, des tonnes de mails qui seront envoyés à Sesame Workshop, et même 2 voyages de l'instigateur des recherches en 2018 et en 2019 de l'utilisateur Gravy aux archives de la CTW, où il scannera minutieusement les nombreuses lettres qui ont été reçues au sujet de l'épisode 847. Néanmoins, toujours pas de traces de l'épisode en lui-même. En février 2019, le boom des lost media commence à arriver et une nouvelle va tout changer. L'archive américaine de diffusion publique va s'associer avec Sesame Workshop pour archiver près de 4500 épisodes de la série et les rendre disponibles. Ah, mais mais il y il y aura avait l'épisode, un du coup. petit problème, c'est que ce ne serait disponible que sur place dans les locaux de la bibliothèque du Congrès américain. Aussi, on ne savait pas si l'épisode 847 allait être inclus. Et là, sans prévenir, t'as un utilisateur de Muppet Central qui va poster une screenshot de l'épisode.
Ça paraît être rien, Non, mais mais c'était la c'est preuve ouf que de la mettre ça à cassette des originale existait encore. Tout le fait monde était flipper. hypé. On ne savait pas exactement d'où elle venait, mais il semblait que c'était lié avec donc l'archive américaine. Alors que tout le monde était hypé, Les gars, je sais que le RP est revenu, mais s'il vous plaît, laissez-moi regarder la vidéo. Je vous en supplie. Je vous demande que on ça, commençait laissez-moi terminer enfin la à vidéo. avoir des informations hyper Je suis à fond importantes. dedans là. Et on savait que l'épisode allait être inclus dans les archives. Tout le monde va être refroidi violemment lorsqu'il sera annoncé que l'épisode en question ne serait disponible que pour les chercheurs et les instances sérieuses. Il y avait juste Wow. un petit espoir éventuellement d'un leak, peut-être venant d'un chercheur secrètement présent sur le thread du forum, mais il y avait peu d'espoir. En novembre 2019, les espoirs remontent. Des parties de l'épisode vont être éventuellement projetées dans le cadre d'un Ce qui me tue, c'est que les gens, ils lâchent pas l'affaire sur un épisode qui est sorti en 1976. Et ils sont là, ils font des groupes. Franchement, c'est ça que je kiffe dans notre société, c'est que tu peux t'allier avec des gens, faire des groupes Discord avec eux, tu peux devenir pote avec des gens parce que vous cherchez l'épisode 847 de Moupette machin mes couilles là. C'est fou quand même. événement Lost and Found Les gars, ils lâchent extrêmement rien. secret sur les vieux épisodes de la série. Le truc, c'est que c'est pas l'épisode entier, c'est seulement des parties, et que le moindre enregistrement est strictement interdit. L'événement est également très select, peu d'espoir de pouvoir le voir. Mais à partir de ce moment-là, l'histoire, elle va se compliquer. Parce qu'il va se passer des séries d'événements très mystérieuses dont aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Il existe un wiki Muppet dédié à la série qui parle d'un peu tout ce qui est lié à la série et de tous les épisodes. Et sur ce wiki, il y avait évidemment un article dédié à l'épisode. Et juste après l'event de novembre et la projection de quelques parties de celui-ci, il y a eu une réécriture du scénario de l'épisode expliquant son histoire avec des screenshots. Alors oui, Wow. il y a eu des leaks de la projection qui a été réalisée en novembre 2019. Mais ces leaks étaient véritablement dégueux. Ils n'ont été vus que par quelques dizaines de personnes à l'époque, parce qu'ils étaient très secrets pour des raisons de copyright. Également, ce n'était que des parties de l'épisode. Or, sur le wiki, Putain, ça les fait screenshots peur étaient de d'une fou. excellente qualité et montraient des parties qui n'avaient jamais été projetées depuis Ça fait février raf de 1976. Quelqu'un aurait eu donc accès en secret à des masters de l'épisode. Mais alors qui les a trouvés? On n'a toujours pas de réponse à cette question. Mais encore plus fou, en 2021, t'as un communiqué qui est diffusé par l'archiveur qui dit que leur base de données liée à Sesame Street a subi des leaks importants. Et en 2022, un random utilisateur de Reddit crée un compte du nom de Sarsaparilla 170 qui complètement aléatoirement poste l'intégralité de l'épisode avec un lien méga vers l'épisode entier. Wesh. Allez, Feldup, montre-nous ça, s'il te plaît. Sans pression. Et le truc qui est encore plus fou avec tout ça, c'est que personne ne sait qui est ce mec. Personne n'a la moindre information. Et les seules réponses qu'il a pu Wesh. donner, c'est dans une petite interview sur une vidéo dédiée de la chaîne Blame It on Roray, que je vous invite à regarder. Et tout ce que Roray dira sur cette interaction, c'est qu'il a posté l'épisode Un peu dans l'urgence pour mettre un terme aux recherches. Mais alors du coup, s'il a eu les informations avec un piratage, ce qui n'est même pas certain, le piratage c'était 8 mois avant. Donc pourquoi c'est dans l'urgence qu'il l'a posté? Aujourd'hui, le mystère autour de ce gars et du leak de l'épisode est complètement entier. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Et là, depuis 8 mois, donc pourquoi il dit ouais, je l'ai publié dans l'urgence? Ça aurait dû paraître il y a 8 mois Constitue un déjà. mystère à part entière que je trouve Eh les gars, si vous voulez du RP, allez sur d'autres lives. Pourquoi vous vous sentez piégé sur le mien? Vraiment, moi, je vais regarder Feldup là. Je suis à fond dans la vidéo. Je vais regarder. Si ça vous plaît pas, partez. Si ça vous plaît, restez. Faites votre vie, les frères. Vous êtes des grands garçons. personnellement fascinant. From the looks of it, I know I'm not in Oz anymore. En ce qui concerne l'épisode en lui-même, eh ben, est-ce qu'il est terrifiant? On dirait Évidemment pas comme non, ça. surtout avec Ouais. un œil adulte. On Il y dirait a quand pas. même quelques moments qui sont quand même sacrément marquants pour les enfants. Hein. Ce genre d'effet qui arrive sans prévenir, Oh, yes, I can. No, you can. Wow. ou encore le ton en général de la sorcière qui est assez agressif. Mais pour une personne qui n'est pas un enfant, hein, comme vous et moi, eh ben c'est tout simplement un plaisir monumental de regarder cette pièce de l'histoire, surtout quand, comme moi, on adore Margaret Hamilton. Update Christine Chubbuck. Putain, déjà, pour un premier Lost Media, j'ai kiffé. Vraiment, le fait qu'on retrouve ça, mais genre 60 ans après, frère, c'est de la folie.
On avait déjà parlé du cas de Christine Chubbuck dans une précédente vidéo sur les Lost Media. Si j'en reparle ici, c'est qu'il y a eu du nouveau. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous invite à regarder la vidéo en question. J'y vais plus en détail. Mais brièvement, il s'agissait d'une... Ça vous fait vraiment peur ça? Non, mais en fait, ça fait pas peur, mais c'est fascinant. C'est fascinant de se dire qu'ils ont pensé et écrit ce scénario pour des petits enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça n'a aucun sens. De foutre une sorcière avec de tels effets. Genre, même eux en regardant, ils se sont pas dit qu'il y avait un souci. Et bref, ce qui nous fascine, c'est le fait que ils aient voulu cacher ce média pendant près de 60 ans. Ils n'ont pas voulu le publier ni le montrer. Ils le montraient qu'aux grandes instances, en mode enquête sociologique, études sociologiques sur les petits, tout ça. C'est de la folie, tout ce qu'ils ont créé autour de l'épisode. Ils avaient juste à le mettre, ça aurait fait moins de boucans, je pense. Journaliste télé sur une chaîne locale pas mal regardée autour des années 70. Elle est devenue mondialement célèbre pour être à l'origine de la première finition de sa propre vie en direct de l'histoire de la télévision. Ça s'est passé durant les news du matin de son émission Suncoast Digest. Cet événement a été évidemment choquant et même si on sait qu'il en existe des copies, aujourd'hui c'est complètement perdu et ces copies ont été confisquées. C'est simple, dans les années 70, c'était vraiment pas courant de faire des enregistrements de télévision, surtout pour des vieux journaux télévisés le matin sur une chaîne locale. La seule organisation qui pouvait posséder un enregistrement, c'était la chaîne elle-même. Et jusqu'à très récemment, c'était ce qu'on appelait un withheld lost media, c'est-à-dire un lost media confisqué par une organisation ou entreprise, car trop choquant ou juste contre ses intérêts. En l'occurrence ici, après l'acte, la cassette serait retombée dans les mains de Greg Chubbuck, le frère de Christine Chubbuck, et Excusez-moi, j'ai peut-être coupé l'info, mais j'ai pas compris ce qu'elle avait fait cette dame. Celui-ci l'aurait confié à un cabinet d'avocats qui aujourd'hui garderait la cassette entière pour lui-même. Gardez de côté ces deux informations parce qu'elles vont être plutôt intéressantes et plutôt importantes pour la suite. Au milieu de nulle part, en 2021, quelques temps seulement après l'upload de ma deuxième vidéo sur les Lost Media, t'as un youtubeur du nom de Atalist qui a reçu de la part d'un anonyme privé l'audio complet de cette tentative. De base, il ne voulait pas partager le moindre extrait de la cassette, par respect pour Greg Chubbuck, qui ne voulait absolument pas que cet enregistrement arrive dans le public. Mais au fur et à mesure du temps, le gars, il a commencé à briser sa propre règle constamment. D'abord, en février, il a commencé à envoyer des extraits de l'enregistrement avant le moment clé, c'est-à-dire les quelques news qui ont été prononcées par Christine. Et alors que les gens commençaient à se poser la question de savoir si ce serait moral d'avoir l'enregistrement complet, même si c'était un audio, il a posté l'intégralité de l'enregistrement. In keeping with the WXLT practice of presenting the most immediate and complete reports of local blood and guts news, TV40 presents what is believed to be a television first. Au début, ça paraissait vraiment trop peu crédible. Il y avait eu énormément de recréations de cet événement sur internet. Et à chaque fois que quelqu'un disait avoir trouvé l'enregistrement original, c'était en réalité un hoax pour l'attention. Puis quand les gens ont écouté cet enregistrement, ils se sont rendus compte que la voix était exactement celle de Christine Chubbuck. The end of the line of Sarasota County, which Northport is. What are the needs enforcement officers from both Sarasota and Manatee counties? Le débat sur la question a été extrêmement houleux. C'est simple, beaucoup de gens critiquaient Atalist d'avoir fait tout ça uniquement pour devenir connu à partir d'événements extrêmement graves. Celui-ci a d'ailleurs supprimé l'intégralité de ses comptes après ça, tellement il se sentait mal. Surtout que des gens commençaient à lui dire qu'ils avaient contacté des proches de Christine Chubbuck pour lui dire ce qu'il avait fait et que ceux-ci étaient extrêmement énervés et souhaitaient prendre des actions légales. Apparemment, de ce que j'ai compris, ces claims d'actions légales et de contact des proches de Christine semblent être des choses complètement fausses. Également, pour couper court rapidement à un mystère, la raison pour laquelle Atalist a changé autant d'avis sur si oui ou non il devait poster l'intégralité de la cassette et qu'il a décidé de finalement le faire, c'est évidemment parce que c'est émotionnellement très difficile de posséder de telles informations tout seul et de ne pas savoir qu'en faire. Il y a des tonnes de personnes qui vont te critiquer si tu le sors, des tonnes de personnes qui vont te critiquer si tu ne le sors pas, et visiblement, selon des témoignages, la meilleure chose qu'il s'est senti de faire, c'était bien de sortir une version de l'enregistrement avant de rapidement l'effacer, afin d'alléger le poids que pour lui ça pouvait représenter. Évidemment, il ne s'agit que de séries de bruits de couloir, et la décision finale peut être largement critiquée, mais il me semblait quand même important de le préciser. Et aujourd'hui, les gens sont sûrs à environ 95% que cet audio est réel. Mais d'où vient-il ? En fait, il y a une théorie qui est assez généralement considérée comme la plus probable que j'ai trouvée sur un thread dédié à ce cas sur le Lost Media Wiki Forum. Mais elle s'est tuée comment à la télé? Elle s'est poignardée, genre? Elle a fait comment? Je comprends pas. À la fin du clip, juste après le coup de feu, on entend une voix dire « Waouh ». In living color, exclusive coverage.
Waouh. Comme si elle était choquée, mais genre choquée non pas d'un truc qui vient de se passer sur un plateau, plus choquée en écoutant un enregistrement qui a été réalisé. Comme s'il s'agissait d'un enregistrement joué devant plusieurs personnes. Le waouh qu'on entend sonne tellement plus proche de l'enregistreur et d'une meilleure qualité. Vraiment, on entend l'enregistrement d'un enregistrement en réalité. Et surtout, on entend quelqu'un arrêter vite l'enregistrement à la fin, comme si quelqu'un dissimulait un dictaphone. Et si on écoutait en réalité un enregistrement pirate d'une écoute faite par la police, probablement également pour écrire le transcript textuel de ce qu'elle disait avant sa mort, qui tournait déjà depuis un long moment. Mais plus probable encore, est-ce qu'on serait pas en train d'écouter quelqu'un qui travaille pour le cabinet d'avocats qui garde soigneusement la cassette pour eux? Probablement un employé qui... C'est vrai que c'est pas clair. Genre, pourquoi cet enregistrement, c'est 2 enregistrements finalement? Genre, ça sort d'où? Et pourquoi est-ce qu'on aurait réenregistré un staff de police, de policiers qui écoute l'enregistrement, dont la meuf qui dit waouh, enfin la policière qui dit waouh en écoutant le truc, c'est chelou. Enfin, Il doit certainement beaucoup s'amuser à montrer cet enregistrement à plusieurs de ses collègues. C'est selon moi la théorie la plus probable. Quelqu'un sans avoir le droit à jouer cet enregistrement à quelqu'un, ok, cette même je capte. personne l'a enregistré. Ok, En c'est bref, il s'agit d'une des avancées les plus sombres et incroyables de l'histoire des Lost Media que beaucoup pensaient ne jamais voir un jour. Ah ouais, quand même, c'est terrifiant. En direct à la Godspeed you télé. Black Emperor, all lights on the R.E.M. Drolling. Godspeed You Black Emperor, c'est un groupe canadien et québécois de post-rock que personnellement j'adore viscéralement. Ils se sont formés en 1994 à Montréal et sont responsables de certains de mes albums instrumentaux préférés, dont notamment le dark et déprimant A-Sharp F-Sharp Infinity et aussi le légendaire Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Un jour posez-vous pendant une après-midi si vous êtes déter et jouez l'intégralité de l'album du début à la fin sans pause en regardant le plafond en dormant. C'est franchement des expériences assez inoubliables. Mais quand le groupe s'est créé en 1994, une autre légende du Lost Media s'est créée. Leur premier vrai album ne serait pas le génial A-Sharp F-Sharp Infinity, mais bien une cassette beaucoup plus primitive qui n'a été créée qu'en 33 exemplaires, c'est extrêmement peu, le très étrangement désigné All Lights on the R.E.M. Drooling. C'était une époque où le groupe... En fait, ce Lost Media, il me rappelle. Faites-le, puis il pourrait très bien dans sa vidéo mettre le Lost Media qu'il y a sur le premier album c'était même pas Section d'Assaut, c'était Maître Gims, je crois. Je crois que c'était Maître Gims et son album, il se vendait que dans la rue. Mais je crois qu'il est dispo sur internet l'album. Et dedans, il kick de fou, Gims. Et il y a un bête de son dans l'album d'ailleurs. Peut-être que vous me direz dans le chat, mais ça me rappelle ça. Attends, j'attends 2 speaks. Ah, c'est du Coq à l'âne. Du Coq à l'âne, je crois. C'était ça l'album. Mais c'est un album que peu de gens connaissent, mais il se vendait que dans la rue. Je crois qu'il n'y avait pas encore internet de fou à ce moment-là. Enfin, il y avait internet, mais il n'y avait pas les médias, tout ça. avait un autre son, plus hardcore et plus punk et moins Du Coca Light, sophistiqué. oui, c'est ça. Cette cassette était considérée un peu comme le plus grand Lost Media musical Du coup, c'est qui pas Lost existe, Media, non, avec évidemment j'avoue. d'autres trucs, notamment 2-3 Lost Media des Beatles, mais dont je parlerai peut-être un jour une autre fois. Dans la tête des gens, personne ne pouvait posséder cette cassette, à l'exception du label de Godspeed qui possédait visiblement des trucs liés à l'album. Attendez, voilà, je commence à avoir peur. Je vais juste regarder derrière moi, genre, je vais juste vérifier qu'il n'y a personne et je reviens. Putain, je commence à avoir peur de fou là. Bon, Sans plus de détails, mais qui n'était clairement pas chaud de communiquer dessus. Les seules infos qu'on avait provenaient de rares interviews avec le groupe qui eux-mêmes disaient que dans leur tête c'était tout simplement impossible qu'on puisse le réécouter un jour. La recherche sur internet... vous savez quoi? Je vais juste fermer à clé la porte. Comme ça, s'il y a quelque chose, je vais juste au moins entendre le mec qui veut me tuer. Bah, la poignée, il va mettre du temps à l'ouvrir. Attendez. Ok, je peux pas fermer la porte. Y a rien pour la fermer. Donc,
Donc, tentative pour me sécuriser qui a échoué. Net ne va mener nulle part jusqu'en 2013. En 2013, on aura en effet les premiers claims que quelqu'un possédait véritablement cette cassette. Un individu sur Reddit nommé Casket Jack, qui aujourd'hui a supprimé son compte, explique qu'un jour dans les années 90, il se baladait dans un endroit appelé Room 201 Records dans la ville de Moncton au Canada. Il adorait acheter des démos de groupes locaux de nouveaux endroits qu'il visitait, et à un moment, t'as un mec qui lui a dit « Hey, prends cette cassette, écoute, c'est trop bien ce groupe !» Il va prendre la cassette, il va la ramener chez lui et l'écouter, et trouver ça vraiment pas fou. Bref, il va la mettre dans un sac et ne plus y penser pendant un long moment. Et il va la retrouver quand il fera du ménage en 2013. Il va chercher sur Google et tomber sur le cul. Il a en main une légende de la musique. Il se décide de poser la question sur le subreddit musique et poste des photos sur Imgur de la cassette. Wow. Mais c'est quoi cette cover de fou là? C'est quoi cet enfant qu'on... Ils lui font quoi là? Il la montre dans tous les sens, tous les détails, c'est assez légendaire, mais on n'entend toujours pas le moindre bruit venant de cette cassette. Les gens veulent des extraits. À ce moment-là, il va mettre 2 petits morceaux parmi les 27 de la cassette, et après, silence radio. Il supprimera son compte Reddit. Beaucoup pensaient à un énorme hoax, et en fait il dira plus tard qu'il a flippé sur les problèmes de copyright. C'était la plus grosse piste qui existait, mais c'était vraiment pas certain qu'elle soit vraie. Donc sur le moment, on n'avait que 2 morceaux sur 27, et ces 2 morceaux, on savait même pas s'ils étaient legit. Ouais. 9 ans après, le 4 février 2022, l'album apparaît aléatoirement sur le board Mud 4chan destiné à la musique. J'ai quelque chose que vous vouliez depuis très très longtemps. Personne ne l'avait avant, mais maintenant, tout le monde peut l'avoir. Vous ne me croyez pas? Comparez avec ce qui a déjà été leaké avant. C'est bon, le premier album de Godspeed You Black Emperor est là. J'espère que vous allez l'aimer. Tout le monde était sur le cul. Ça sonnait vraiment convaincant, ça correspondait avec le passé et les descriptions, mais ça sortait de nulle part, pas la moindre explication, mais c'était là. Puis évidemment, les gens, ils ont commencé à douter. Ça sonne un peu comme du Godspeed You Black Emperor, à la différence que là, il y a des voix chantées, ce qui n'est que très peu présent à l'intérieur du groupe. Et alors que tout le monde se disait « Ouais, non. En vrai, c'est un hoax », le groupe a sorti l'album sur Bandcamp. Ah ouais. Bah ouais, ils allaient rater une SACEM de fou là. Autant qu'ils le sortent eux et qu'ils aient les droits de leur son. Seulement 10 jours après, le premier album de Godspeed You Black Emperor était disponible sur Bandcamp par le groupe, donc ouais, c'était legit. Bref, un des plus gros lost media de l'histoire de la musique est maintenant disponible. L'album est vraiment bizarre en vrai, hein, c'est plutôt étrange à écouter, et ça ne correspond pas vraiment au son du groupe. Mais encore une fois, on ne sait toujours pas pourquoi Casket Jack a refusé de montrer tout l'album, et on ne sait toujours pas d'où vient ce leak. Ça, c'est un mystère qui restera, je pense, à jamais un mystère. C'est stylé de fou. Bon, j'irai pas écouter, mais mais c'est stylé de fou. Toy Box Killer Tape. Wow, il y a Feldup sur le chat. Qu'est-ce qu'il a dit, le petit Feldup? Il y a Feldup. Attendez, je remonte. Il y a Feldup. Mais il était là il y a 15 minutes ou quoi? Il est où? Ah ouais, Billy a peur alors que l'histoire 4 est pas encore arrivée. L'histoire 4, je suis à la combien? Ah bah sujet 4. Attends. On va voir. Mais ouais, la vidéo, je me régale, frérot, vraiment. Celui-là, il est vraiment hardcore. Donc désolé d'avance, ça va devenir assez violent dans les prochaines minutes. Si vous regardez pas une vidéo Lost Media pour ce genre de sujet, je vous invite à aller à ce timecode, hein, c'est la fin de cette portion de la vidéo. Mais là, on va parler d'un sujet parmi les plus sordides que j'ai jamais traité. David Parker Ray est un des individus les plus dégueulasses que la planète ait pu porter. Il est né le 6 novembre 1939 dans le Nouveau-Mexique et il a été élevé avec sa sœur par son grand-père, bien que son père alcoolique et violent les visitait régulièrement. Celui-ci lui a donné notamment des magazines de pornographie sadomasochiste ultra violents qui vont rapidement lui mettre des images dans la tête. David était extrêmement timide auprès des femmes et il n'était vraiment pas très bon élève, préférant boire et se défoncer. Il finira par rejoindre l'armée avant de partir pour devenir mécanicien. Il se mariera plusieurs fois, à chaque fois ça finira en divorce, mais il aura en tout cas 2 enfants, dont une certaine Jessie Ray. Puis au milieu de tous ces événements, vraiment on ne sait pas exactement quand, il s'est mis à faire des trucs
absolument abominable. D'abord, il va acheter un camion et il va dépenser des centaines de milliers de dollars de l'époque afin de l'insonoriser et de mettre des tonnes et des tonnes d'objets de torture physique et sexuelle. Il va appeler ce camion sa boîte à jouets, sa Toy Box. Il va en tout kidnapper plus de 60 femmes différentes à l'aide de plusieurs complices, dont ses copines de l'époque et sa fille. Oui. Et sa fille? Sa fille. Sa fille était un complice. Ses femmes étaient ses complices. Certains de ses potes étaient ses complices. Bref, vous allez comprendre. À mon avis, ce mec, il devait avoir une telle emprise psychologique sur les gens avec qui il parlait qu'il pouvait manipuler. Que ça va devenir très très sale, très très vite. Ces femmes qu'il va kidnapper, il va les enfermer pendant plusieurs jours, semaines, mois et apparemment, selon ses propres dires, mais on n'est pas sûr, plusieurs années. Je ne vais pas aller trop en détail sur les crimes en particulier de Parker Ray. C'est certains des trucs les plus horribles qu'on puisse trouver. Ce mec était une énorme merde et on parle de certains des actes les plus extrêmes qu'on puisse infliger à des gens. Maintenant, parlons de son arrestation. Le 19 mars 1999, une jeune femme de 22 ans, Cynthia Vigil, travailleuse du sexe, était sur un parking de la ville d'Albuquerque en train de chercher des clients quand un policier sous couverture l'arrête pour sollicitation au travail du sexe. Il la met dans sa voiture et se met à conduire. Cet homme, et vous vous y attendiez, c'était David Parker Ray. Il l'amène ainsi à sa toy box et l'enchaîne à la table centrale. 3 jours passeront de torture, de violence ultra extrême que je ne détaillerai pas car c'est vraiment sordide. Puis le 3e jour, alors que David était au travail, Cynthia Vigil s'est rendu compte que Cindy Handy, la copine et complice de David à l'époque, avait laissé les clés des chaînes de Cynthia sur une petite table proche d'elle. Cynthia arrivera après de nombreuses contorsions à saisir ses clés et à se libérer. Cindy le remarquera assez vite et se mettra à pourchasser Cynthia, qui arrivera à se défendre en la poignardant avec un pic à glace avant de partir le plus vite possible. Cynthia s'en ira nue et ne portant qu'un collier d'esclave et toquera à la porte. La pauvre, déjà, elle a rien demandé. Elle se fait kidnapper, torturer. En plus de ça, elle doit limite tuer un humain. Sa vie, elle a changé en une fraction de seconde. C'est grave. Qui l'accueillera et appellera la police. Ray et Andy, qui étaient encore vivantes visiblement, seront arrêtés automatiquement et ainsi commença l'enquête. La quantité de victimes de David Parker Ray ne peut être que estimée. On sait que c'est au moins plus de 60, mais seulement 3 personnes ont été retrouvées, car elles ont survécu en étant droguées pour ne pas s'en souvenir. Par exemple, la photo que vous voyez actuellement est une photo qui a été retrouvée dans les affaires de David Parker Ray. Beaucoup d'enquêteurs pensent que cette femme serait une de ses victimes, mais encore aujourd'hui, celle-ci reste non identifiée. Au début de l'enquête, la Toy Box sera examinée par les chercheurs. Le dispositif sera ausculté, il y avait une table de gynécologue au centre avec de nombreux outils d'immobilisation et de torture et un miroir au plafond pour que la victime se voie lorsqu'on la torture. Mais aussi on a trouvé des cassettes. Une cassette audio et une cassette datant de 3 ans auparavant en 1996. La police jouera la cassette et verra une vidéo d'une femme terrifiée, torturée et vous comprenez quoi. Cette femme restera non identifiée jusqu'à ce qu'on trouve Kelly Garrett, une ancienne amie de la fille de Parker Ray qui a été droguée par celui-ci après une engueulade avec son mari. Morale, n'ayez confiance en personne, les refs, jamais. Mais elles ont fait confiance à personne, elles se sont fait kidnapper, frérot. Elles marchent dans la rue, je sais pas s'il y avait à cette époque-là, dans les années 90, il y avait peut-être du chloroforme ou je sais pas, elles se font endormir, elles sont... Et qui a été placée dans la Toy Box après coup et sera ensuite abandonnée sur une route après s'être fait trancher la gorge. Elle survivra à cette attaque, rentrera et personne ne la croira. Ni son mari, ni la police. Et son mari la quittera carrément car il pensait qu'elle l'avait trompé ce soir-là. Je vous dis tout ça pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des gens derrière les crimes, qu'on soit clair. Et ces victimes derrière ces crimes, souvent, c'est des gens qui n'ont jamais pu s'en remettre concrètement. Cynthia Vigil, aujourd'hui encore, est SDF et vit de motel en motel avec ses enfants. Un d'eux s'est d'ailleurs fait buter et l'autre est arrêté pour suspicion de meurtre. Bref, on est en face de gens qui ont vu l'intégralité de leur vie être démolie par quelqu'un qui n'a même pas eu à souffrir tant que ça, étant donné que David Parker Ray est mort quelques mois après avoir reçu sa peine, quelques temps à peine avant qu'il fasse un énième interrogatoire qui aurait peut-être permis d'identifier plus de victimes. Sa mort est arrivée tellement tôt qu'aujourd'hui on... C'est pour ça que je suis content de me dire qu'on va tous payer pour ce qu'on a fait devant Dieu. Voilà. Moi, je suis, bon, comme vous savez, je suis musulman, je suis croyant. Je sais qu'on comparaîtra devant Allah et qu'on paiera nos crimes et les choses bien qu'on a fait aussi, enfin toutes nos actions, et que ces gens-là, ils s'en sortiront pas comme ça. Parce que
il y a des meurtriers qui ont tué 60 victimes, même plus, et qui s'en battent les couilles de la prison ou de la chaise électrique, quoi. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, et ils ont gagné dans leur tête, mais ils sont loin de se douter que On ne c'est pas sait fini, même pas quoi. qui Après. ont été l'intégralité de ces complices. Complices parmi lesquels beaucoup de théories disent qu'il y aurait eu des policiers, des proches à lui, des gens de pouvoir. Bref. Cette histoire sordide, j'en parle déjà car il y a un Lost Media, mais on y viendra, mais aussi car le FBI a dit que plus on en parlait, plus les gens s'en souvenaient, et plus ça générait des pistes pour trouver des restes humains. En effet, on n'a jamais retrouvé un seul cadavre, malgré le fait qu'on sache les endroits exacts où il lâchait ses victimes, mais visiblement, ça ne suffit pas. Maintenant, dans toute cette horreur, où se trouve le Lost Media? Eh bien, souvenez-vous quand j'ai parlé des 2 cassettes dans la Toy Box. Il y avait parmi elles donc la cassette vidéo que évidemment personne ne veut voir et qui doit être détruite le plus vite possible, pitié qu'on ne la retrouve jamais, mais également il y avait une cassette audio. Et ça aussi c'est une part de son histoire. Cette cassette audio contient un discours tenu par David Parker Ray lui-même qu'il jouait à ses victimes dès qu'elles arrivaient dans sa remorque. Et celle-ci expliquait très précisément ce qui allait leur arriver, et ce qui est dit dans cette cassette est abominable. Il n'y a pas qu'une seule cassette normalement, de ce que j'ai compris il en existe beaucoup, mais ce qui est recherché en particulier c'est évidemment la première cassette, celle qui est jouée en premier dès que vous arrivez dans la Toy Box. Depuis très longtemps on a accès sur internet à des retranscriptions de ce qui est exactement dit dedans, mais l'enregistrement lui-même, personne ne savait si on allait pouvoir y avoir accès. Mais aussi, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que ce soit trouvé tout connement. C'est le débat interne le plus régulier au sein des communautés cherchant des Lost Media. Ouais, À c'est quel sûr. moment on s'arrête pour se dire qu'un truc ne... Oula. J'ai bloqué. La curiosité malsaine, à quelle limite au final? Genre là, c'est. Les gens cherchent un audio qu'un tas de victimes ont entendu avant de mourir. Donc, je pense la limite est ne franchie doit là. pas être trouvé. Par exemple, la cassette vidéo, techniquement, c'est un Lost Media, mais en soi, personne ne veut que ce soit jamais accessible. Faut être une très mauvaise personne pour vouloir Morbide, ouais, vraiment pardon. voir ça. Par contre, la cassette audio, c'est plus divisé. Certains pensent que ça ne sert à rien, mais d'autres se disent que c'est important à archiver. Et ben t'as un gars l'année dernière qui s'est imposé pour mettre fin au questionnement sur le sujet définitivement. Il s'agit de Joseph Pasteris, connu sous le nom de Tom Servo sur le Lost Media Wiki, qui, le 6 octobre 2022, s'est dit qu'il allait se mettre à la recherche de l'un des Lost Media les plus demandés et connus de l'histoire. Et il a réussi à trouver l'enregistrement entier. Comment il a fait pour retrouver ce Lost Media extrêmement recherché, vous allez me demander? Eh bien, il a fait ce que personne n'avait osé faire auparavant. Appeler la police? Demandez. Ah ouais. Oui, il a juste envoyé une lettre à la police de l'État du Nouveau-Mexique demandant une copie digitalisée de la cassette. Et 2 semaines après, Mais il l'a wesh. reçu, l'enregistrement C'est entier fou. de la vraie cassette jouée par David Parker Ray à ses victimes terrorisées. Okay, we both know what you've been brought here for. A lot of Your wrists and ankles are chained, and you're gagged because you're not gonna like the way I do it. Cet enregistrement est abominable. Je déteste tout ce qu'il signifie, je déteste tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il représente. Et ce qui m'énerve le plus, c'est le calme total dans la voix de Ray. Cet homme peut être n'importe qui, et il a détruit tellement de femmes et de familles qui ne sauront probablement jamais qu'il en était responsable. Il existe d'autres parties et d'autres cassettes, comme je vous l'avais dit auparavant, qui en tout font plus d'1 heure d'instruction. Mais je pense qu'il faut s'arrêter à celle-ci, et laisser cette personne, ainsi que ses complices tous libres aujourd'hui, pourrir, en espérant qu'on les oublie à jamais. Short subject. Ah ouais, la partie 4, c'est vrai que c'était un gros morceau. Moi, c'est pas ce que je préfère le plus dans les Lost Media. Moi, vraiment, mon délire, ça reste les dessins animés perdus. les émissions de télé un peu creepy, où tout le monde gardait un souvenir assez négatif du truc. Il y a des années, tu vois, qu'on essaie de retrouver. Mais là, ouais. Là, c'est fou. Je sais pas comment la police du Mexique a pu lâcher la cassette aussi facilement. Peut-être que le mec, là, John Servo, je sais pas quoi, là, il s'est peut-être fait passer pour je sais pas, quelqu'un issu de la famille d'une des victimes et qu'il estimait être en droit de demander ça et tout. Peut-être qu'il l'a envoyé, je sais pas. Mais ouais, c'est hardcore, hein. Pour les 2 derniers sujets de cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je tourne un autre jour. Vous pouvez le voir, hein, ma barbe vraiment dégueulasse. Mais également, il y a une ambiance plus sombre et j'ai pas vraiment de texte très construit
Parce que j'ai envie de vous raconter ces histoires comme moi je les ai entendues la première fois. Si jusqu'à maintenant je me suis penché sur des lost media qui ont été retrouvés après des efforts de recherche plus ou moins importants, ici j'aimerais parler d'un autre type de lost media, ceux qui sont trouvés par hasard. Et ceux-là, je les trouve vraiment fascinants. Entre 1967 et 1969, on n'est pas trop sûr, il y a un court-métrage du nom de Short Subject, aussi connu sous le nom de Mickey Mouse au Vietnam, qui a été créé par un gars qui s'appelle Whitney Lee Savage. C'est également le père d'un des créateurs de Mythbusters, donc c'est quand même assez cool. Et ça a été également co-créé avec un artiste du nom de Milton Glaser. Ce court-métrage, c'est vraiment un court-métrage. Ça ne dure pas plus d'1 minute, c'est très simple, c'est une petite animation muette qui avait pour objectif d'être diffusée pendant des festivals de cinéma indépendant, et qui, en l'occurrence, a eu un léger succès. En effet, il y avait un côté assez impactant de faire une version bootleg de Mickey Mouse qui soit assez crédible et qui dénonce d'une manière très frontale et très directe les dégâts que ça peut causer la guerre au Vietnam à l'époque aux États-Unis. Le short a reçu plusieurs distinctions, dont un prix au International Short Film Festival à Oberhausen en Allemagne, mais dès les années 70, il va un peu disparaître. Ça va devenir une sorte de pièce de l'histoire. Regarde ce que Feldup a dit. Il y a littéralement l'interview sur YouTube. Attends, est-ce qu'il a dit un autre message avant celui-là? Non, je crois pas. Mais oui, ok, il y a l'interview du mec sur YouTube, ok. Un des témoins de la communication artistique autour de la guerre du Vietnam à l'époque. Mais c'était un peu tout. Et ça va être tellement tout qu'il va disparaître. C'était pas un complet lost media, c'était un withheld lost media. On savait qu'il y avait quelques organisations qui possédaient d'obscures copies ici et là, qui de temps en temps faisaient résurgence durant des festivals, mais ces copies n'étaient accessibles que à des organisations dites crédibles, des cérémonies, des producteurs, etc., etc. Et évidemment, ça coûtait une blinde. L'objectif des gens qui cherchaient ce short, c'était de faire ressortir une copie qui puisse être accessible à tout le monde. Et on va faire les choses très très simples. En avril 2013, t'as un YouTuber qui, au pif, va poster l'intégralité du short sur YouTube. La seule chose qui manquait, c'était la BO originale qui a été remplacée par du System of a Down dans la vidéo. Mais ce YouTuber, du nom de A Bad Higgins, avait réussi d'une manière mystérieuse à retrouver une copie de la cassette. Mais du coup, où est-ce qu'il l'a trouvé? Et c'est là que je trouve ça vraiment vraiment fou. Quand on a contacté A Bad Higgins, il a expliqué qu'il l'avait retrouvé à l'intérieur d'un bac à déchets d'une obscure université américaine. S'il ne l'avait pas trouvé au moment où il l'avait trouvé, et qu'il n'avait pas eu le réflexe de juste prendre la cassette avec lui, une des seules copies disponibles au public aurait probablement disparu. Parce qu'un bac à déchets, vous avez bien compris, que ça finit à la poubelle. Mais alors du coup, vous allez me demander comment une des seules copies disponibles d'un des courts-métrages indépendants les plus recherchés de l'histoire a pu se retrouver dans un bac à déchets OSEF. On n'en a pas la moindre idée. Et dans l'exact même style, laissez-moi vous parler d'un lost media qui n'a pas été retrouvé à l'époque d'Internet, mais dans les années 80, et qui est encore plus fou. La Passion de Jeanne d'Arc. La Passion de Jeanne d'Arc, c'est un film français qui a été réalisé par Karl Dreyer en 1927 et qui a été projeté en 1928 pour la première fois. C'est un des derniers gros films muets de l'histoire. Il avait été tourné à l'origine pour être parlant, mais malheureusement, à cause de problèmes techniques, c'est resté un film muet. Du coup, c'est une sorte de mélange un peu étrange des deux genres et c'est en vrai hyper intéressant pour l'histoire du cinéma, évidemment. Le film a été considéré à l'époque comme un chef-d'œuvre. Il a été extrêmement apprécié par la critique, mais d'un point de vue entrée en salle, ça a été un de désastre, tellement qu'il y a eu des procès entre la Société Générale et le réalisateur Dreyer autour des questions de financement, de censure qui a été réalisée par la Société Générale pour pas offenser les chrétiens, ce genre de trucs. Bref, c'est un film qui a de l'histoire, qui est important et qui pourtant, à un moment, a complètement disparu. En effet, à cause de son échec en salle, des controverses qu'il a créées, il sera très vite retiré des salles et ce sera un des premiers films qui va disparaître par un des plus gros fléaux des lost media datant d'avant les années 40, les feux de studio, à cause de la composition des pellicules de l'époque, qui étaient faites en nitrate d'argent. Le film a été projeté pour la première fois en 1928 et dès 1929, les dernières copies connues avaient brûlé. C'était un désastre et le film est devenu connu dans l'histoire du cinéma, mais il n'était disponible que dans des extraits de copies extrêmement douteuses. C'était la loose. Dreyer considérait vraiment ce film comme son chef-d'œuvre. Oh, je kifferais voir. Malheureusement, en 1968, il va mourir pensant que celui-ci était perdu à jamais. Ce qui est vraiment triste, sachant qu'il va être retrouvé
un peu plus de 10 ans après. Mais, comme avec le précédent sujet, on n'a pas beaucoup de détails sur comment il a été retrouvé. On a juste quelques lignes, une des copies les plus impeccables des négatifs originaux 35 mm du film a été retrouvée en 1981 dans un asile psychiatrique. Mais qu'est-ce Au-delà que de ça, en foutait là-bas 1984, il sera déterminé que cette copie était un director's cut. C'était la version que Dreyer voulait diffuser. Maintenant, depuis 1985, le film est disponible au public dans des versions vidéo, des VHS, des DVD. Wow. Mais alors encore une fois, qu'est-ce qu'une bobine historique aussi importante Ah, j'ai envie de voir le foutait à film. l'intérieur d'une armoire d'un asile psychiatrique? On ne le saura très certainement jamais. Et ça, c'est pour moi l'essence des Lost Media retrouvés. Merci d'avoir regardé cette première partie. Je vais essayer de sortir les Incroyable. 2 prochaines parties Incroyable. assez rapidement. Mais Le fait qu'en haut de la vidéo, il y ait écrit 1 sur 3 me remplit de bonheur. Vraiment, je rêverais d'une série Lost Media, il y a écrit 1 sur 8, genre les recettes parties. faut-il me faire confiance pour les horaires? C'est écrit juste ici. Cette vidéo a mis vraiment beaucoup de temps à sortir. J'ai eu beaucoup d'emmerdes. Et le mois Arigato, d'avril va fais être le très top compliqué, 5. hein. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai des concerts. Mais Merci j'ai également beaucoup. du 21 au 23 avril un event de streaming H24 que je vais faire. Voilà, le Battle 4 comme j'avais fait l'année précédente. Je voudrais que vous soyez le plus présents. Ça va être vraiment trop bien. Il va même y avoir un concert en live. Fais le dub stream hein, Deux, sur Twitch. Hein. Figurez-vous. Ça va être vraiment vraiment cool. Mais du coup, ouais, je suis très pris en ce moment. Mais il y a énormément de trucs qui se construisent. Il y a notamment après cette trilogie sur les Lost Media, hein, la petite trilogie annuelle, ça fait plaisir. Au-delà donc de cette trilogie de vidéos, il y a une très grosse vidéo True Crime qui arrive, qui est en concoctage. Attendez, je prends juste l'IP. On va aller sur GTA. Ah merde, faut que je coupe le live, faut que je le relance.
Attendez 2 secondes, la famille. Je relance pour GTA, ok? Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Ciao la famille. Et je préviens que ceux qui mettent la rediff de ce live là, du react de Feldup sur YouTube, ça va sauter. Vous fatiguez pas, faites-le si vous voulez, mais ça sautera immédiatement.